Allô, c'est Camille, bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH, le podcast qui dit des trucs, mais pas n'importe quel truc, puisque nous allons parler entreprise et particulièrement des relations humaines dans la sphère professionnelle. Dans ce podcast, je vais vous apporter des outils pratiques que vous pourrez utiliser dans le monde du travail, mais je ne serai pas toute seule à le faire. Et oui, car j'inviterai aussi des spécialistes du leadership, de la santé, de la sécurité au travail, des enjeux RH, de la gestion du stress, bref, une multitude d'invités qui, tout comme moi, ont à cœur de partager leurs meilleures pratiques pour que vous puissiez atteindre votre plein potentiel. Alors que vous soyez salarié, auto-entrepreneur, dirigeant d'entreprise, RH, manager ou tout simplement curieux, ce podcast s'adresse à vous. Et aujourd'hui, je reçois Hélène Lee. Hélène est une spécialiste du recrutement dans l'IT et qui, comme elle le dit si bien, aide les candidats et les recruteurs à mieux se comprendre. Vous allez voir, Hélène donne énormément de conseils pratiques pour mieux recruter, que ce soit pour rédiger une annonce, échanger avec le candidat et même pour faire attention à nos stéréotypes, nos biais et nos préjugés. Bref, elle nous dévoile tout. Et ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin d'être recruteur pour écouter cet épisode, car qu'importe votre métier, vous serez peut-être amené un jour à devoir recruter une personne pour votre équipe. Et oui, malgré ce qu'on pourrait penser, recruter n'appartient pas qu'aux recruteurs. En tout cas, je suis sûre que dans cet épisode, vous allez apprendre plein de choses et que vous allez prendre autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le réaliser. Et vous allez voir, avec Hélène, on rigole beaucoup. Allez, bonne écoute! Alors, bonjour Hélène, donc je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce podcast. Alors, je voulais commencer par quelque chose que j'ai trouvé sur toi en faisant mes petites recherches. Alors, je te dévoile tout, j'ai trouvé cette petite info sur le blog de Bérangère, de Happy Recruteuse. Et tu viens partager une petite phrase qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette phrase-là? Qu'est-ce que ça nous dit d'Hélène? Alors bonjour Camille. Qu'est-ce que ça représente? En fait, je pense qu'on se met souvent des freins en se disant c'est trop dur, j'y arriverai pas. C'est vrai d'un point de vue individuel, c'est vrai d'un point de vue entreprise, on va dire. Mais je crois qu'en fait, on est souvent dans des croyances, dans des choses qui nous limitent. Et on se dit, bah, finalement, j'y arriverai pas. Alors que si on se met pas ces freins-là, ces limites-là, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on est capable de faire, qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et finalement, bah, quand on l'a fait, on se dit, ah, bah, finalement, c'était possible. Donc, moi, je suis beaucoup dans cette logique-là, notamment dans le travail. Je me dis souvent, bon, bah, je ne sais pas si c'est possible, mais je vais essayer. Et puis, on verra bien. Waouh, bien. Et justement, là, en parlant de travail, qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'être recruteuse aujourd'hui? Est-ce que quand tu avais 10 ans, tu te disais, OK, c'est le métier que je veux faire? C'est comment? Pas du tout, pas du tout. Je crois que pendant très longtemps, je ne savais même pas ce que ça voulait dire recruteur. Pour être honnête avec toi, j'ai fait le choix ma dernière année d'études. J'étais dans un master RH où beaucoup de gens voulaient faire de l'administration, de la paye, devenir des RH, etc. Et puis, je crois que comme beaucoup de recruteurs, moi, je voulais faire de l'humain. Tu sais, de l'humain avec un grand H, tout ça, tout ça. Mhm. Et du coup, bah, voilà, je suis rentrée dans le recrutement comme ça, en fait, en me disant que c'était parce que j'avais envie de rencontrer des gens. Et je suis tombée sur un cabinet qui m'a donné ma chance quand j'étais encore à l'école, qui m'ont laissé faire mon stage. Et puis, bah, voilà, ça a été le coup de foudre, on va dire. Ah, ah, bien. Et justement, tu sais, tu là, tu étais en train de me dire qu'à la base, tu avais fait un master RH. Est-ce que tu vois une différence entre être plus RH généraliste et recruteur? Des fois, on confond un peu les deux. C'est quoi vraiment être recruteur pour toi? Alors pour moi, le recrutement, c'est un peu à la frontière de plein de fonctions. C'est-à-dire que oui, c'est RH parce que faut quand même que tu aies des bases, à mon sens, au niveau des ressources humaines. Il faut que tu aies des bases en droit social, notamment si tu t'occupes des contrats, et puis en garder en tête que tout ce qui est non-discrimination, etc., c'est important. Après, le recrutement, c'est aussi très commercial. Tu as quand même un côté où il faut aller, enfin, ça dépend des domaines, mais tu vas chercher ton candidat, tu cherches à le convaincre, tu vas vendre ton poste, tu vas vendre ton entreprise. Donc, il y a quand même cette dimension un peu commerciale. Et puis, il y a aussi de plus en plus toutes les dimensions marketing, communication. On en parle beaucoup, marque employeur, etc. Ça devient de plus en plus le rôle des recruteurs aussi. Donc pour moi, oui, c'est un petit peu RH forcément, oui, c'est un peu commercial, oui, c'est un peu communication et marketing, c'est un peu tout ça, et c'est ce qui fait peut-être aussi d'ailleurs que c'est un job aussi riche, aussi passionnant.
Ah oui, complètement. Et justement, dans ce job riche et passionnant là que tu me dis, quand tu as commencé, c'était quoi le plus difficile pour soi dans ce métier-là? Bonne question. Le plus Ou c'était tout bien, tout parfait, comment Non, tu non, loin de là. Tout n'était pas bien ou parfait et je pense que d'ailleurs, pour beaucoup de recruteurs, tu as parfois des moments de solitude et de désillusion, très forts. Je crois que le plus dur pour moi, c'est d'avoir travaillé avec des gens qui avaient du mal à vraiment m'expliquer le besoin, c'est-à-dire à me dire vraiment ce qu'ils cherchaient. Donc qui se contentaient finalement, que ce soit des clients ou des managers, hein, peu importe, pas de discrimination à ce niveau-là, mais de gens qui finalement considéraient que mon job, c'était de chercher des profils et qui n'avaient pas compris que recruter, c'est un matching. C'est vraiment réussir à trouver l'adéquation entre un besoin, une culture, des attentes dans une entreprise et de l'autre côté, chez le candidat, la même chose. Et en fait, très longtemps, quand j'ai commencé, j'ai eu du mal, moi, à challenger mes managers, mes clients pour leur faire comprendre que s'ils voulaient que je trouve les bonnes personnes, il fallait qu'ils m'expliquent vraiment ce qu'ils avaient envie de trouver, quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs recherches. Et je t'avoue qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'était encore le cas, hein. Mais comment est-ce que tu as fait alors pour pouvoir les challenger? Comment est-ce que tu as réussi ça? Alors, tu n'y arrives pas toujours, d'abord. Il y a une première chose qui est claire, c'est que tu n'y arrives pas à tous les coups. Et puis après, bah, il y a plusieurs choses. Il y a la posture que tu vas avoir. C'est-à-dire que je pense que plus tu commences à prendre confiance en toi, plus tu commences aussi à comprendre quel est ton rôle vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis des candidats, et plus tu arrives à expliquer que finalement, si eux ne font pas leur part du boulot, tu ne pourras pas faire correctement le tien. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi parler business. C'est-à-dire que pour moi, trop de recruteurs, on parlait, tu me disais tout à l'heure, est-ce que c'est RH, est-ce que c'est pas RH le recrutement? Comme je te disais, c'est à la frontière. Le problème, c'est qu'on considère encore trop souvent que les recruteurs, c'est pas des partenaires du business. Et pour moi, si tu te positionnes comme partenaire business et que tu commences à parler le même langage que tes managers, que ta direction, que ton client, en leur prouvant qu'il y a derrière une notion de performance, de résultat, de réussite, alors déjà, tu as un discours qui est un petit peu différent et tu viens pas comme le recruteur qui mendie des informations, mais vraiment comme quelqu'un qui se positionne comme professionnel et qui va dire, OK, tu me confies ta recherche, donc donne-moi toutes les clés pour que moi, en face, je puisse faire le boulot et te trouver la personne dont tu as besoin. Et ben, en fait, je pense que ça va rassurer aussi plusieurs recruteurs là, où des fois, tu sais, c'est comme si certains, en tout cas, la façon dont j'en ai parlé avec d'autres recruteurs, c'est que c'est comme si c'était la dernière roue du carrosse. Tu sais, que c'était un peu comme le sous-métier. Et puis, je me rappelle même à l'université, personne ne voulait être recruteur. C'était vu comme, oh, bah, c'est facile. Mais C'est, alors, je sais pas si toi, tu as eu cette même impression-là. alors, non seulement j'ai eu cette même impression-là, mais je pense que ça existe encore. C'est-à-dire que, bon, il y a de gros efforts qui sont faits. C'est un métier qui revient, enfin, sur le devant de la scène parce que, bah, pour plein de raisons, comme c'est difficile effectivement de recruter, tu as plein d'entreprises qui ont du mal à recruter. Il y a des secteurs qui sont dits pénuriques. Donc, du coup, effectivement, le recruteur revient un peu sur le devant de la scène. Mais ce que tu décris là, moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand j'étais en master, en dernière année de master, on nous a dit très clairement, bah alors ouais, vous aurez peut-être pas le choix, peut-être que vous allez devoir commencer par le recrutement, mais surtout vous inquiétez pas, vous allez faire des choses plus intéressantes après. Ouais, c'est tellement classique. Ouais, C'est horrible. Et ce qu'il y a, c'est que ça, tu vois, je te parle de ça, c'était il y a 15 ans déjà, mais je discutais avec une recruteuse il y a 2 jours qui m'expliquait qu'elle donne des cours en école et que sur une promo de 40 personnes, il y a une personne qui fait du recrutement. Qu'est-ce qui fait que ce métier, il est vu comme ça, tu penses? Bah, tu disais tout à l'heure, le recrutement, enfin, les gens pensent que le recrutement, c'est facile. Je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, quand tu regardes, on dit les recruteurs, Mhm. mais dans les entreprises, c'est pas uniquement les recruteurs qui recrutent, c'est un peu tout le monde. Je dis souvent aux candidats que demain, le recruteur, ça pourrait être eux. Parce que si tu es dirigeant d'entreprise, souvent, tu n'as pas forcément les moyens au début, quand tu es une start-up, par exemple, d'avoir un recruteur. Donc, c'est toi qui fais ton recrutement. Demain, on peut te dire, bon, bah tiens, le recruteur est pas là, c'est toi qui vas faire l'entretien du candidat à sa place. On va te demander en tant que manager de recruter ton équipe. Donc en fait, recruter, c'est quelque chose que tout le monde peut être amené à faire en entreprise. Et du coup, on est parti de l'idée que puisque tout le monde peut le faire, bah, c'est facile. Ça se fait au feeling, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières. Et puis souvent, on imagine que recruter, c'est en gros, tu postes une annonce, tu reçois des CV, tu tries, tu fais des entretiens et c'est réglé. Complètement. Mais alors, du coup,
Parce que là, je vais sauter sur l'occasion. C'est une question que je vais absolument te poser. Qui disait, oh, on recrute sur le feeling. Donc, est-ce que ça veut dire que recruter sur le feeling, c'est pas bien? Alors, recruter sur le feeling, c'est pas bien, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, les gens qui disent: «Je recrute au feeling», le recrutement, c'est un métier de feeling ou d'instinct. Je dirais oui, c'est pas complètement faux, mais si tu bases tout ton processus de recrutement, tes entretiens candidats sur le feeling, bah, malheureusement, il y a de grandes chances que tes recrutements soient ratés. Parce que en fait, tu vas forcément avec ton feeling, avec, tes croyances, avec, tes préjugés, te baser uniquement sur, des ressentis, des impressions, des émotions et le problème, c'est que le candidat en face, bah, lui aussi, il est dans le ressenti, il est dans l'émotion, il est parfois aussi dans le préjugé et tout ça finalement, c'est pas très cartésien. Il y a plus grand chose de scientifique sans dire que le recrutement, c'est une science, il y a quand même des bases, il y a quand même des choses que tu peux faire pour limiter tes erreurs de recrutement. Et en tout cas, si tu recrutes que au feeling, à mon avis, c'est pas la meilleure solution pour bien recruter. Et je pense que ça, le fait de recruter au feeling, je vais partager quelque chose. Tu sais, j'étais vraiment contente la semaine dernière. J'en ai parlé, tu sais, que oh, je vais interviewer Hélène. J'en parlais avec un ami qui est dev. Et puis là, il s'est arrêté un instant. Il y a eu un grand silence. Il me dit, OK, j'ai une question moi pour Hélène. Donc Maxime, si tu nous entends, ta question va être dite. Il me dit, mais je comprends pas, ça sert à quoi un recruteur? Il me fait, parce que moi je suis ingénieur et franchement, à chaque fois que je dois avoir l'entretien avec le recruteur, je me demande pourquoi je peux pas juste avoir un entretien avec le manager. Et je me demande, ça rejoint pas ce que tu as dit là précédemment, mais je te laisse nous répondre. Maxime, c'est une bonne question. Merci pour cette excellente question parce qu'en plus, pour le coup, dans l'IT, qui est vraiment le domaine dans lequel moi j'ai vraiment travaillé, c'est une question que se posent beaucoup de candidats. En gros, les devs, ils se disent, mais les recruteurs, entre guillemets, côté RH, ils servent à quoi? Bah, je vais te donner un exemple très simple. Quand je recrutais dans la dernière entreprise où j'ai travaillé, qui est une grosse société de services, on faisait souvent les entretiens en binôme et puis après, il y avait un entretien un peu plus technique. Alors, l'objectif, c'est de se dire qu'en fait, chaque interlocuteur, il a un rôle. Et un manager, un chef de projet ou un autre dev, quelqu'un qui est très technique, OK, vous allez parler de technique, c'est super, c'est très bien. Et vraiment, c'est essentiel dans le processus de recrutement. Par contre, tous les aspects qui sont plus sur l'entreprise elle-même, sur la culture, sur ce qui se passe dans, je sais pas, dans l'équipe, tous les avantages au niveau de la société, la négociation de salaire, savoir où en est le candidat dans ses pistes, savoir ce qu'il a vraiment envie de faire. Je suis pas certaine qu'un manager technique, il va parler de tout ça. Donc pour moi, il n'y a pas de notion comment dire, à faire une confrontation entre les deux. Je pense que manager, opérationnel, on les appelle comme on a envie, et recruteur, encore une fois, c'est une idée de partenariat, c'est un binôme. C'est la même chose si tu te dis, bah, je vais passer un entretien avec un commercial, il va me vendre son client, mais au final, ce qui m'intéresse, c'est le client derrière. Certes, mais si tu es rentré en contact avec le client, c'est grâce au commercial, c'est grâce au consultant. Donc, je voudrais juste que les devs se rappellent d'une chose, c'est qu'en fait, le recruteur, il n'est pas là pour les embêter. On ne comprend pas toujours votre job, c'est clair. Mais on a un rôle dans le processus de recrutement qui est effectivement différent. On n'arrive pas toujours bien à vous l'expliquer, c'est pas toujours clair pour vous, mais on fait le maximum, on fait ce qu'on peut et on fait aussi avec les process qui sont en cours dans les entreprises dans lesquelles on travaille. Donc, il n'y a pas, enfin, cette petite guéguerre dev, opérationnel, recruteur, etc., je la trouve de plus en plus stérile en fait. Mais alors, justement, tu disais que bah, peut-être que aussi, ça vient aussi du process de l'organisation qui est en place, que des fois on ne comprend pas vraiment la place du recruteur. D'après toi, ça devrait se passer comment? Alors, pour que ça puisse bien se passer, pour que peut-être qu'on puisse mieux comprendre quelle est cette place-là que doit avoir le recruteur. Ben, déjà, tout à l'heure, on parlait du besoin. Enfin, moi, je t'ai dit que pendant très longtemps et encore très régulièrement récemment, les besoins n'étaient pas clairement définis. Je pense que Mhm. le recruteur doit vraiment avoir un rôle dans la définition du besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien souvent, le recruteur, il est au bout de la chaîne, on lui en balance un mail ou une petite phrase avec 3 mots-clés en espérant qu'il va trouver la bonne personne. Donc déjà, il y a cette place qui devrait être importante au moment de la définition du besoin, au moment de la discussion pour vraiment comprendre qui est le profil recherché. Et puis après, pour le coup, moi, je suis pas forcément
pour le fait que les recruteurs soient systématiquement le premier interlocuteur d'un candidat ou fassent systématiquement tous les entretiens. C'est une question d'équilibre. Je pense qu'il faut un process qui soit aussi adapté non seulement à ta culture d'entreprise, à ta manière de recruter, à ton volume de recrutement, mais aussi à tes candidats. Si tu as plein de candidats et qui sont très sollicités, l'idée, c'est d'avoir plutôt un process assez court où tu vas quand même avoir un ou deux, voire trois interlocuteurs pour essayer d'avoir une bonne vision côté recruteur des candidats et puis côté candidat de l'entreprise. Donc, c'est peut-être un process plus court, plus réactif. Dans une entreprise où il y a un petit peu moins de recrutement, où tu peux prendre peut-être un peu plus ton temps, peut-être que là, tu vas, je ne sais pas, faire un déjeuner, une rencontre, peut-être que tu vas avoir des entretiens avec l'équipe, j'en sais rien. Mais pour moi, il n'y a pas de process miracle, il n'y a pas de recette miracle. Il y a un process qui va être adapté à ta structure, à ta culture et à tes candidats. Donc là, on pourrait dire, recruteurs, imposez-vous, faites votre place, montrez que vous êtes là, ce serait ça? Exactement, clairement, soyez fiers de ce que vous faites, montrez que vous maîtrisez votre sujet, montrez que vous avez envie de participer à la construction de l'entreprise, à sa croissance, montrez que vous n'êtes pas allergique au business, enfin voilà, montrez aussi qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Ah, complètement. Et est-ce que d'après toi, être recruteur, ça s'apprend? Parce que si je te pose cette question-là, justement pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux universités en RH, moi quand j'ai fait mon master, il y avait une petite partie recrutement, mais sans plus. C'était pas vraiment comme un vrai cours, comme on pourrait avoir des cours un peu plus sérieux sur les autres matières. C'était un peu comme mis de côté. Est-ce que donc d'après toi, ça s'apprend pas à l'école? Est-ce que ça s'apprend sur le terrain? Comment est-ce qu'on fait pour devenir un bon recruteur? Alors déjà, un bon recruteur, c'est pas évident à définir parce que chacun aura sa définition. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi en master, j'ai eu aucun cours sur le recrutement avant la dernière année. Et la dernière année, le cours sur le recrutement, c'était 8 heures en tout et pour tout, hein. Donc Ouais. clairement, quand tu sors de l'école, t'es pas recruteur. Après, est-ce que ça s'apprend? Oui, pour moi, ça s'apprend. C'est-à-dire que tu apprends des méthodes. Je vais prendre un exemple simple qui parlera aux recruteurs. Faire du sourcing, c'est pas inné. Apprendre à se servir d'un job board ou de LinkedIn et notamment recruteur, apprendre à faire des recherches booléennes, à bien combiner les opérateurs, etc. C'est pas inné. C'est pas un truc que tu apprends comme ça. Tu te mets devant ton PC et puis tu sais le faire. Donc ça, oui, ça s'apprend. Apprendre à mener un entretien, à préparer ses questions, à réfléchir à comment tu vas analyser les réponses de ton candidat, ça s'apprend. Écrire des annonces, ça s'apprend. Donc forcément, moi, je suis plutôt dans l'idée de te dire que, en fait, on pense que ça ne s'apprend pas parce qu'on ne l'enseigne pas à l'école. Maintenant, il y a de plus en plus de formations RH qui ont un vrai module recrutement maintenant. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça montre qu'on peut déjà parler de plein de choses. On peut parler, par exemple, oui, des entretiens, de l'écriture d'annonces, des biais cognitifs à l'école. On peut en parler parce que ça prépare à la réalité du poste et que ça permettrait à moins de recruteurs d'avoir des déceptions, des désillusions ou vraiment de comprendre ce que c'est le métier une fois qu'ils sont en poste. C'est dommage. Je vais aussi sauter sur l'occasion, parce que là, tu m'as parlé de biais cognitifs. Qu'est-ce qu'on a comme biais quand on est recruteur? On en a plein. On a plein de biais cognitifs. Juste un biais cognitif, c'est un mécanisme souvent inconscient hein, qui fait qu'en fait, tu vas percevoir les informations qu'on te donne, mais en te basant sur des croyances personnelles, sur ton éducation, sur certaines idées qui sont ancrées en toi, donc un peu des stéréotypes en fait. Et du coup, ça va te donner une vision. En fait, tu vois la réalité, mais de manière distordue, quoi. Donc, du coup, dans le recrutement, des biais de ce type-là, on en a plein. Je vais te donner un exemple. Tu vois plusieurs candidats et puis ton dernier entretien se passe super bien. Le lendemain, tu auras tendance, quand tu vas faire le débrief, à insister particulièrement sur ton dernier entretien parce que ce sera le plus récent, parce que ce sera encore frais dans ton esprit. Ça va être, je te donne un autre exemple, moi ça m'est arrivé, tu t'en rends pas toujours compte, mais ça m'est arrivé d'avoir de la sympathie pour un candidat parce que il était originaire de la même ville que moi, il était né au même endroit, ou parce que en discutant un petit peu avec lui, je me rends compte que il regarde le meilleur pâtissier et que c'est ce que j'ai regardé il y a 2 jours. Donc en fait des biais, on en a des tas. Le gros problème du biais, c'est qu'on en a absolument pas conscience, c'est-à-dire qu'on le fait absolument pas exprès, ça fait partie de nous. Et du coup, dans nos échanges avec les candidats, ils sont là et on s'en rend pas compte.
Mais alors, comment est-ce que tu fais pour pouvoir t'en rendre compte, te dire, OK, mais là, attention, c'est un biais, je vois que j'ai trop de sympathie, au contraire, tu sais, on parle de la première impression. Est-ce que des fois, on se base trop sur cette première impression? Comment est-ce qu'on fait justement pour casser ce biais-là qu'on peut avoir? Alors bien sûr, cette histoire de première impression, je te confirme, on l'a tous, on fait pas exprès, mais on l'a. Et je voudrais juste rajouter que c'est pas une déformation que du recruteur, hein. Le candidat peut avoir ses propres biais aussi. Et Mm. du coup, je dis pas quand les deux personnes se rencontrent avec tous leurs biais respectifs, ce que ça peut donner. Comment on fait pour se prémunir de ça? Bah, déjà, on parlait d'enseignement tout à l'heure. Moi, je pense que déjà, si on explique ça, si on dit aux gens qui veulent faire du recrutement, attention à tes préjugés, à tes stéréotypes, attention à tes biais, attention à ce que tu peux ressentir face à tel candidat, face à tel, je sais pas, à telle apparence ou à tel comportement, c'est déjà un premier pas. C'est-à-dire que déjà, ça permet de se dire, ah ok, ce phénomène-là existe. Parce qu'il y a plein de gens qui en sont absolument pas conscients de tout ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui considèrent que c'est normal et qui ne considèrent pas que c'est un problème ou que c'est une déformation de la réalité. Mm. Après, le deuxième point, on parlait de processus de recrutement tout à l'heure. Bah, quand tu es dans un processus de recrutement où tu es le seul qui rencontre les candidats et que finalement tu es le seul à décider, tes biais, ils risquent d'avoir de l'importance dans ton processus de recrutement. Tandis que déjà, si tu fais intervenir un deuxième, éventuellement un troisième interlocuteur et que vous avez bien réfléchi avant au rôle de chacun, à ce que vous recherchez, etc., quand vous allez débriefer, vous n'aurez pas les mêmes ressentis parce que il y a peu de chances que trois personnes aient exactement les mêmes biais, exactement les mêmes stéréotypes. Donc déjà, ça va permettre un petit peu de poser les choses, de se dire, OK, moi j'ai eu tel ressenti, pourquoi la personne en face de moi n'a pas eu le même? Et puis peut-être que le dernier point, c'est surtout réfléchir à ce qu'on attend d'un entretien. C'est le préparer quand on est recruteur, c'est préparer les questions qu'on va poser, c'est réfléchir vraiment à ce qu'on recherche, pourquoi, les compétences, les hiérarchiser, les qualités qu'on va chercher. Et ça s'improvise pas. Et il y a beaucoup de recruteurs qui, malheureusement, improvisent, c'est-à-dire qu'ils vont en entretien sans avoir vraiment réfléchi à ce qu'ils vont demander, qui vont du coup au feeling, qui ont une vague trame dans la tête. Et bah, du coup, ça laisse beaucoup de place au biais. Mais là, moi, je vois que ça, c'est un des challenges hein, que peut avoir le recruteur. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres challenges pour les recruteurs. C'est pas un gros challenge hein, qu'on a là. Je pense surtout que les biais, ça arrive comme ça et puis il faut vraiment y faire attention. Je pense qu'on a déjà un gros challenge. Et puis voilà, je me demandais est-ce qu'il y en avait d'autres en plus de celui-là? Alors, pour moi, bon, les biais, c'est vraiment le plus important parce que finalement, les biais cognitifs, ils interviennent dans tout le processus de recrutement sans que tu t'en rendes compte. Mais même dès la définition du besoin, donc pour toute la suite du processus, ça va te conditionner. Après, je pense qu'aujourd'hui, un des gros challenges, ça serait de se réconcilier avec les candidats. Parce que quand tu regardes, moi je passe beaucoup de temps sur LinkedIn, mais quand tu regardes les posts, il y a une incompréhension totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens nous détestent. Les gens détestent les recruteurs. Et ça, c'est une réalité qu'on a du mal à accepter, ou on a aussi du mal à reconnaître qu'on a une responsabilité dans cette relation, qu'il y a des candidats qui vivent des expériences hyper difficiles en entretien, notamment à cause des biais et puis pour plein d'autres raisons. Et du coup, je pense que le gros challenge, c'est ça, c'est d'expliquer aujourd'hui que le recruteur, c'est pas l'ennemi des candidats, qu'un recruteur, c'est souvent pas lui qui décide des critères de sélection ou d'embauche, que c'est pas lui qui pose le besoin, que bien souvent, c'est pas un job aussi facile qu'on l'imagine. Et je pense qu'il y a un gros challenge de ce côté-là pour aider les recruteurs et les candidats à mieux se comprendre et vraiment, ouais, à se réconcilier. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il se réconcilie justement? Est-ce que c'est plus un travail à faire au niveau du candidat pour lui apprendre, OK, c'est quoi le métier de recruteur? Est-ce que c'est vraiment plus mieux former aussi les recruteurs? Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour pouvoir avoir ce lien à nouveau entre recruteur et candidat? Alors oui, déjà, ça passe forcément par une meilleure formation. Parce que si tu donnes des outils, des clés, des outils de compréhension aux recruteurs, ça aide aussi à mieux gérer ta relation candidat. C'est-à-dire que si déjà, dès le départ, tu sais que tu as des risques de biais qui vont t'amener à faire des discriminations, même inconscientes, si tu as compris à quoi sert vraiment le processus de recrutement, c'est-à-dire quel est ton rôle, quel rôle tu as envie d'avoir dans ce processus aussi. Si tu as compris qu'un candidat, c'est juste
bah, un candidat, c'est un état, c'est-à-dire que c'est pas une personne. Un candidat, c'est un être humain et c'est un professionnel avant tout. Tu vois, le côté candidat, c'est très transitoire. Donc, en fait, on a souvent tendance à oublier ça aussi. Donc, je pense il y a un gros travail, effectivement, de formation, de réflexion. Mais je pense qu'il y a aussi un travail de pédagogie. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, moi, j'ai jamais eu peur de dire à un candidat, je ne sais pas. J'ai jamais eu peur de dire à un candidat, je ne comprends pas. Il y a un moment où un recruteur doit aussi se montrer humble, doit aussi expliquer les choses. Il y a un moment où il faut qu'on soit capable de mettre un peu de côté nos égos, nos craintes, etc. et dire à un candidat les choses, c'est-à-dire lui dire clairement, bah, écoutez, j'ai pas toutes les informations que vous voulez, mais je vais me renseigner et tenir ses engagements derrière, évidemment. C'est essayer de comprendre vraiment ce qu'il fait, de s'y intéresser, même quand on ne comprend pas tout, mais de poser des questions, de montrer vraiment de l'intérêt. Et puis, c'est être respectueux, c'est arrêter les trucs complètement débiles, de faire attendre des candidats avant un entretien en se disant, ah, bah, comme ça, en le faisant poireauter, ils voient un petit peu qui est le chef. C'est éteindre son téléphone, ne pas regarder sans arrêt sa montre quand on est en entretien. C'est tenir son engagement quand on dit qu'on va donner des nouvelles et rappeler, c'est s'organiser d'une manière ou d'une autre pour donner un maximum de réponses à tes candidats. Il y a tellement de choses à faire. Je ne sais pas par quoi il faut commencer, mais il y a du boulot, quoi. Enfin, quand tu regardes les témoignages, très clairement, on en est encore loin. Hein. Mais si là, justement, en allant dans ces questions, si là aujourd'hui je te demande, Hélène, de me donner une qualité et un défaut, tu me dirais quoi? Quelle horreur! Oh, quelle horreur! J'ai toujours détesté cette question. Je la déteste toujours. Je ne l'ai jamais posée aux candidats. Quelle est ma qualité? Ma qualité, je dirais que ça revient un peu au début de notre discussion, c'est que en fait, je suis quelqu'un de très persévérant. Et je pense que dans le recrutement, c'est un gros atout. C'est-à-dire que même quand quelque chose est insurmontable, même quand je comprends rien, même quand j'ai une montagne d'obstacles devant moi, je vais essayer de les passer les uns après les autres, de me dire c'est faisable, je passe une étape et puis on verra ce qui se passe après, mais j'y vais. Donc ça, c'est peut-être ma qualité. Après, un défaut, j'en ai plein. Ça se dit pas. Si tu étais le recruteur en entretien, je pense que je serais foutue. Non, un de mes gros défauts, c'est que, comme tu l'auras constaté, je parle beaucoup. J'ai souvent beaucoup de choses à dire. Donc, du coup, j'ai du mal parfois à être synthétique et à suivre toute ma pensée. Mais j'espère que c'est cohérent quand même. C'est un Nous, gros très bien. Mais en fait, je te posais cette question-là parce que c'est encore une question. Alors, je suis comme toi là-dessus. C'est la question que je déteste le plus, puis je comprends vraiment pas pourquoi on la pose encore. Mais et puis il y en a d'autres encore plein comme ça. Qu'est-ce que tu dirais toi à ces recruteurs qui posent ce genre de questions? Est-ce que tu comprends pourquoi on les pose? Pourquoi c'est encore autant présent? D'ailleurs, quand tu tapes aussi, je sais pas si, bah, je suppose d'ailleurs que tu l'as déjà fait, mais des fois que les personnes elles disent, ok, je vais me préparer à un entretien, puis je tape questions qu'on pose souvent en entretien, c'est les questions qu'on retrouve le plus souvent. Donc je me dis que peut-être que les recruteurs aussi ils se basent des fois là-dessus, surtout ceux qui commencent, ou peut-être qu'il y a autre chose. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces recruteurs qui se posent ce genre de questions, qui posent ce genre de questions? Bah déjà, j'aimerais leur dire qu'est-ce que vous cherchez en fait? Mhm. Quelle est l'information, quelle est la réponse finalement que vous attendez? Quand tu poses une question comme ça à quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, un candidat, pour lui, le but du jeu, c'est d'essayer le plus possible de mettre en avant ses qualités et le plus possible de cacher ses défauts. Du coup, déjà, le jeu, il est faussé. Donc, je dirais au recruteur, quand vous posez cette question, quelle est l'attente qu'il y a derrière? Pourquoi vous faites ça? Après, on reproche aux candidats de toujours donner les mêmes réponses. Tu sais, on voit souvent des recruteurs qui disent arrêtez de dire dynamique, perfectionniste, etc., etc. Mais le problème, c'est que si les recruteurs posent sans arrêt les mêmes questions, il est assez logique que les candidats donnent sans arrêt les mêmes réponses. Donc, ma question à ces recruteurs qui posent ces questions-là, c'est mais qu'est-ce que vous cherchez? Comment vous avez préparé votre entretien? Comment vous avez préparé ce que vous voulez évaluer pour que finalement, ça soit cette question qui ressorte? Ouais, ça, je pense que c'est un super conseil. Et justement, en fait, quand eux, ils doivent préparer, ce serait quoi la méthode pour qu'ils se préparent à l'entretien, justement? Surtout, en fait, je vais plus poser la question par rapport à quelqu'un qui n'est pas recruteur. Parce que des fois, ça arrive des fois, normalement, souvent même, qu'un manager doit aussi recruter aussi de son côté. Et puis, des fois, il est là, il fait, mais moi, j'ai jamais recruté, je sais pas comment est-ce que je dois faire. OK, comment est-ce qu'on fait pour eux, justement? Alors déjà, encore une fois, je me répète beaucoup sur ce point-là, mais pour moi, le besoin, il est essentiel. Que tu sois recruteur ou pas, si tu sais pas ce que tu cherches, ça va être
assez difficile de le trouver. Donc la première chose, c'est d'être bien au clair sur ce que tu cherches. Ce que tu cherches, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, sur tes compétences, être capable de les hiérarchiser. Euh, je vois très souvent des annonces, tu sais, où en fait, quand tu es dans la rubrique profil recherché, tu as absolument tout et n'importe quoi. Donc, du coup, tu comprends rien parce que je me mets à la place du candidat qui lit ça. Il faut qu'il ait tel diplôme, tant d'années d'expérience, il faut qu'il connaisse déjà tous les outils qu'il est censé avoir sur le poste en question. Il faut qu'il ait toutes les qualités du monde. Et puis, si en plus il parle anglais, c'est encore mieux. Le problème, c'est que là, tu vois tout de suite que la personne qui recrute n'a pas fait d'effort de hiérarchisation. C'est-à-dire que, en fait, on ne sait pas, le candidat, je me mets à la place du candidat qui veut postuler, tu es incapable de dire, OK, qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui va être un plus? Qu'est-ce qui va être intéressant par rapport au poste? Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai beaucoup recruté de développeurs. OK, bah, je ne vais pas faire une liste de 40 000 technos dans mon annonce. Je vais peut-être me concentrer sur les deux ou trois qui sont importantes avec un framework qui va bien. Si c'est important que le candidat ait déjà travaillé dans le métier du client, bah, il faut l'indiquer. La connaissance du secteur sera un plus. Parce que ça permet déjà de se dire, OK, entre deux candidats qui ont le même parcours à peu près, qui ont les mêmes expériences, qui ont les mêmes compétences, il y en a un qui connaît le secteur, l'autre il ne connaît pas, je peux expliquer derrière pourquoi je vais choisir celui-là et pas celui-là. Donc, il y a vraiment une notion de hiérarchie, de préparation de qu'est-ce que je recherche. Qu'est-ce que je recherche et pourquoi? À quoi ça va servir dans le poste? Et franchement, il y a très peu aujourd'hui de gens qui font du recrutement, que ce soit des recruteurs ou pas, qui font ce travail-là. Alors que plus tu vas faire ce travail-là, plus ça va te faciliter les entretiens, les questions que tu vas poser, mais aussi les réponses à tes candidats. Parce que si tu sais pourquoi tu as retenu tel candidat par rapport à un autre, tu pourras l'expliquer à un candidat que tu refuses. Tu vas pouvoir lui dire, bah voilà, dans mon annonce ou dans ma fiche de poste, c'était clairement indiqué, j'ai besoin de telle compétence obligatoirement. Il vous manque telle compétence. Donc, malheureusement, j'ai privilégié un candidat qui avait toutes les compétences. Et là, ça s'entend. Un candidat à qui tu vas dire ça, il comprend pourquoi tu as fait ton processus de recrutement comme ça. Tandis que si tu n'as rien préparé, bah forcément, c'est super mystérieux et les gens ont l'impression que tu choisis finalement à la tête du client. Ouais, et puis des fois, t'as pas envie de les rappeler pour leur dire qu'ils sont pas pris aussi. Je pense que ça c'est pire, c'est que quand le recruteur devient fantôme et puis il ne te répond plus jamais. Et puis pour certains, hein, je pense que c'est juste qu'ils ont peur de pouvoir dire non ou ils savent pas quoi dire pour refuser la candidature. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu sais pas, si tu recrutes au feeling, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler ton candidat pour lui dire, bah écoutez, je suis désolée, j'ai vu monsieur machin, en fait, le feeling il est mieux passé, on s'entend mieux, son fils il s'appelle comme le mien, c'est cool. On a regardé le plus grand pâtissier ensemble. Tu vois, enfin voilà, c'est pas bon. Tandis que si tu as préparé, si tu sais sur quoi tu t'appuies, sur quoi tu vas appuyer, évaluer ton recrutement, tu peux donner des réponses. Je dis pas que tout le monde le fait, mais en tout cas, tes réponses, tu peux mieux les construire et elles seront mieux entendues par tes candidats. Et tu sais, parce qu'en fait, parce que là, tu me parlais un peu des annonces, de la façon de comment est-ce qu'on les construit. Moi, je me demandais, parce que souvent, on voit des annonces qui te vendent un peu du rêve. Et puis, je m'étais fait de la réflexion de peut-être que les recruteurs, ils font ça parce que tout le monde fait ça et puis ils se disent s'ils ne vendent pas de rêve, jamais un candidat va venir vers eux. Alors oui, cette histoire de vendre du rêve dans les annonces et puis même en entretien hein, d'ailleurs, hein, parce que ça se poursuit après pendant l'entretien. Tu sais, les candidats qui te disent il y avait un énorme décalage entre ce qu'on m'a dit en entretien et puis la réalité. Ça, tu le retrouves très très régulièrement. Je pense que c'est beaucoup. On parlait au début de la conversation des qualités du recruteur. Tu sais, le fait que c'est un métier qui devient de plus en plus commercial, marketing. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on est un peu dans la surenchère. C'est-à-dire qu'on en arrive à oublier à quoi ça sert une offre d'emploi. Une offre d'emploi, c'est quelque chose qui doit décrire une réalité et attirer les personnes qui y correspondent. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'attirer et de recevoir 200 candidatures quand tu as besoin d'une personne, c'est d'en recevoir peut-être 5 ou 6 qui sont bien et ensuite, toi, derrière, de faire ta sélection pour décider quelle est la personne qui correspond le mieux. Sauf qu'aujourd'hui, les annonces, j'ai l'impression que c'est devenu finalement des moyens de publicité, en fait, où tu vas en rajouter des caisses, où tu vas raconter des choses parfois qui sont à la limite de la vérité. Ouais. Et je pense que tu as raison. Il y a des recruteurs qui, à mon avis, se sentent obligés ou qu'on oblige. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un recruteur, c'est un maillon dans un process de recrutement. Un recruteur, il ne décide pas tout seul. Il y a des gens qui lui donnent des consignes. Il y a des gens qui lui demandent de faire certaines choses, parfois qui ne sont pas forcément en accord avec ce qu'il pense. Donc, quand on t'impose de faire ça, bah, ma foi, tu essayes
tu essayes de faire avec. Parfois, tu t'emballes un peu et du coup, bah ouais, tu vends du rêve, ce qui est un peu dommage. Et surtout, je pense que il y a des gens qui pensent que bah voilà, mon entreprise, elle est peut-être pas assez bien. Oh, on paye pas assez par rapport aux autres. Alors du coup, je vais en rajouter des tonnes sur autre chose. Je vais parler du café gratuit ou je sais pas, des paniers de fruits bio ou j'en sais rien. Mais en fait, les gens, ils s'en fichent de ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut recentrer vraiment l'annonce, enfin l'offre d'emploi sur l'essentiel, c'est-à-dire l'emploi. Et quand je parle d'emploi, c'est la mission, c'est le contexte de recrutement, c'est l'équipe, c'est le quotidien. Mais c'est pas forcément rajouter 10 000 trucs pour mettre des paillettes et faire rêver les gens parce que derrière, s'il y a une déception, s'il y a une désillusion, en général, les gens, ils s'en vont. Hein. Et comment est-ce que, parce que je pense surtout là aux jeunes recruteurs, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir, ou je sais pas d'ailleurs, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de devoir aussi un peu bullshiter parce qu'on fait partie, enfin en tant que recruteur là, vous faites partie d'un maillon, donc on vous oblige des fois à bullshiter. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir dire ah ben non, moi j'ai pas envie de bullshiter là-dessus. De quelle façon on peut amener le sujet pour dire moi je le ferai pas, ça correspond pas à mes valeurs. Alors ça, c'est extrêmement difficile parce que quand tu débutes, bah d'abord, tu sais pas forcément, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas forcément qu'on te demande de faire du bullshit. Tu penses que c'est normal et qu'en quelque sorte, ça correspond quand même à une certaine réalité. Surtout quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, quand tu connais encore à peine l'entreprise et que tu dois la présenter à un candidat, c'est pas évident de savoir si c'est la vérité ou pas. Donc déjà, le premier conseil, c'est de rester prudent, c'est-à-dire de prendre soi-même du recul avec les informations qui sont données. Et puis le deuxième point, c'est d'essayer malgré tout d'avoir un certain niveau de transparence avec tes candidats. Parfois, dans les annonces, tu peux pas. C'est-à-dire que les annonces, ça reste de la vitrine. Maintenant, l'entretien, c'est un vrai moment d'échange, de rencontre avec quelqu'un à qui tu présentes ton entreprise, ton poste. Et je pense que là, il y a une carte à jouer. Alors, l'idée, c'est pas de se tirer une balle dans le pied en disant tout est faux, on est nul, le poste, il est pourri. Mais c'est d'essayer de trouver le juste milieu et à un moment aussi, peut-être de se mettre à la place du candidat. C'est-à-dire de te dire, OK, moi, demain, je rencontre cette entreprise, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils me disent? Est-ce que j'ai envie qu'ils me vendent du rêve, qu'ils me mettent des paillettes dans les yeux et qu'au final, j'ai une déception énorme si je choisis de travailler avec eux? Ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de nuancer un peu? Pourquoi pas ne pas avoir peur de dire qu'on n'est pas les meilleurs, pas avoir peur de dire qu'on a des faiblesses, qu'il y a des choses qu'on doit améliorer et que justement, on a besoin du candidat pour améliorer les choses. Très honnêtement, moi, j'ai jamais eu aucun filtre en entretien à tel point que je vais te dire, certains candidats m'ont même déjà dit, mais est-ce que vous travaillez vraiment pour cette entreprise? Est-ce que vous êtes consultante extérieure, etc. Et je vais te dire une autre chose, c'est que la sincérité, ça paye. Parce que j'ai plusieurs candidats qui sont venus en me disant, en fait, je sais que vous n'êtes peut-être pas l'entreprise la plus brillante, peut-être que c'est pas forcément vous qui avez le meilleur niveau de salaire, mais par contre, vu que vous avez été hyper sincère, vu que vous avez fait preuve de transparence, moi, je sais à quoi m'attendre et du coup, j'ai envie de bosser avec vous. Wow. Donc voilà, la sincérité, la transparence, ça paye. Il faut y aller tranquillement. Le but, c'est pas non plus de détruire ta boîte, mais d'avoir vraiment un discours d'honnêteté et de te mettre à égalité avec ton candidat. C'est simplement de lui dire, bah voilà, moi je vous ai demandé quelles étaient vos faiblesses, puisqu'on est encore dans les histoires de qualité et défauts. Du coup, je vais vous dire aussi quelles sont nos qualités et nos défauts chez nous dans notre entreprise. Il n'y a pas de raison. Puis là, on comprend mieux aussi pourquoi on pose aussi la question au candidat. Et puis, ça c'est, je pense que c'est un bon tips là que tu nous donnes. Autre chose justement par rapport à ça, comment est-ce qu'on fait quand on est, je reste un peu encore sur le jeune recruteur, mais en fait, ça peut être aussi même un recruteur avec un peu plus d'expérience, mais des fois, on doit recruter des personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous. Comment est-ce que on peut trouver de la légitimité quand on se dit, OK, j'ai que 20 ans, je vais recruter quelqu'un de 45 ans, comment est-ce que je vais faire? Alors, il y a plusieurs choses. Je l'ai vécu, hein, ce que tu dis. Quand j'ai commencé dans le recrutement, bon, j'avais 25 ans, je sortais de l'école. Les gens arrivaient, enfin, quand ils arrivaient au cabinet pour un entretien, à chaque fois qu'ils disaient j'ai rendez-vous avec Madame Lee, ils pensaient que j'étais la stagiaire. Donc c'était pas évident de se positionner. Je pense qu'il y a vraiment deux conseils à donner. Le premier, c'est de se renseigner un maximum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut travailler sur des postes qu'on connaît pas du tout. Tu sais pas du tout ce que c'est. Moi, quand j'ai démarré dans l'IT, un dev, je savais pas spécialement ce qu'il faisait. Hein. Donc, il y a un travail à faire
on va dire de curiosité, de renseignement, de te dire: «OK, j'essaye quand même de comprendre ce que fait la personne en face de moi». Parce que quand elle va me raconter son parcours, il faut quand même que j'arrive à raccrocher un peu les wagons et à comprendre ce qu'elle m'explique. Et Ouais. le deuxième point, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de jamais avoir peur de dire à quelqu'un: «Je n'ai pas compris, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me réexpliquer ce point-là?» Et moi, il y a une question que j'ai énormément posée aux candidats quand j'ai commencé, c'était que je demandais aux gens: «Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre métier de manière simple?» Parce que ça te permet de comprendre, un métier, même un métier pas évident, même un métier, qui peut être technique. Et puis Mmh. ça te permet en plus, le petit bonus de voir comment le candidat se met à ton niveau, s'il a des capacités de pédagogie, s'il est capable de vulgariser. En tout cas, ça t'apprend énormément de choses. Donc l'idée, c'est vraiment de pas être dans une posture, arrogante, parce qu'on est le recruteur, mais vraiment d'être dans une on va dire dans l'idée de montrer au candidat: «OK, on va pas se mentir, j'ai 25 ans, votre métier, je le connais pas, mais j'ai envie de comprendre. Mais j'ai envie de savoir ce que vous avez fait et j'ai envie d'avoir les arguments pour derrière convaincre, mon manager, mon client et cetera, de vous rencontrer». Donc il y a vraiment cette notion d'aller vers l'autre et de pas avoir peur, de pas avoir peur de pas tout connaître, c'est impossible. Donc il y a vraiment cette idée de pas avoir, de frein dans l'entretien et de dire: «Bah, ça, j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez me réexpliquer?» Il y a rien de grave. Moi, là, dans tout ce que tu me dis, ce que j'entends, c'est soyez curieux. Qu'importe votre âge ou ce qui est là, soyez curieux, créez cette relation humaine-là, c'est ce que j'entends là dans tout ce que tu es en train de me dire. Je te confirme, pour moi, la curiosité, c'est une des qualités les plus importantes, quel que soit le job que tu fais. Tu sais, quand on est petit, on te dit des fois: «La curiosité, c'est un vilain défaut». Bah, moi, je pense pas. Je pense que la curiosité, c'est une des plus belles qualités qui fait que, tu vas jamais t'ennuyer dans ce que tu fais parce que tu vas t'intéresser à plein de sujets. Parce que, bah, quand tu es recruteur, ça te permet de faire de la veille, d'être au top sur les outils, de comprendre un peu les différentes tendances et cetera. Et puis quand tu es curieux, bah, en général, les gens, ils ont envie de venir vers toi parce que tu t'intéresses aux autres. Quand tu es curieux, tu poses des questions, tu réfléchis, tu interpelles et du coup, les gens restent pas indifférents. Donc pour moi, la curiosité, c'est vraiment la qualité indispensable quand tu veux être recruteur. Ah oui, complètement. Et est-ce que, alors là, je sais que tu as beaucoup d'expérience, mais est-ce que tu as déjà eu l'impression de rater un entretien? Et comment est-ce que ça se gère ça, quand on a cette impression-là? Bien sûr, bien sûr. Attends, j'ai forcément, j'ai recruté, enfin, j'ai 9 ans de recrutement derrière moi, donc forcément, j'ai eu des moments où j'ai complètement raté. Ça peut être pour plein de raisons, parce que, c'est la fin de la journée, qu'il est 19 heures, que, tu as faim, tu as envie de rentrer chez toi, tu es fatigué. Ça peut être parce que tu penses à autre chose et que tu as du mal à te concentrer. Ça peut être parce que ton candidat, même s'il est super bon, s'il est super pro, bah, il a du mal à, on va dire, à être, enfin, à avoir un discours, pas trop, soporifique. Ça arrive. Donc oui, forcément, tu as des moments où tu as l'impression que tu es nul, que ton entretien est pourri, que tes questions, elles sont mauvaises, que tu es pas attentif. Je pense que, déjà, il faut avoir un peu de bienveillance envers soi. On n'est pas des robots, tu vois? Donc il faut être capable aussi de se dire: «Bon, bah, OK, là, je suis pas au top», et ben, ça peut être plein de choses. Ça peut être quand on sent qu'on est vraiment pas au top, essayer de voir si on peut pas avoir, quelqu'un qui vienne en entretien avec nous pour nous soutenir. Moi, ça m'est arrivé, hein, de demander à des collègues, «Écoute, cet entretien, je le sens pas, est-ce que tu peux le faire à ma place ou est-ce que tu peux venir avec moi?» Et puis après, quand c'est pas possible, bah, c'est de le dire. Encore une fois, c'est de dire au candidat: «Excusez-moi, aujourd'hui, je suis vraiment pas au top, on va reprendre», enfin, voilà, de montrer aussi un peu des failles, de montrer un peu d'humanité, de dire à un candidat: «Je suis désolé, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit ici», ou de dire: «Bah, excusez-moi, j'ai décroché un petit peu à tel ou tel moment». Il y a rien de grave. Je pense qu'à un moment, il faut dédramatiser et puis, je pense qu'il faut aussi prendre des notes. Il y a plein de recruteurs qui prennent pas de notes, ou alors qui prennent des notes n'importe comment et du coup, tu te retrouves à la fin avec un morceau de papier où tu as écrit 4 mots qui veulent rien dire et ce qui fait que, ben, si tu as pas été, hyper attentif pendant l'entretien, en plus, tu as aucune note sur lesquelles te reposer. Donc ça, c'est un point important aussi, c'est de se dire: «Bah, j'ai un candidat qui est en face de moi». On dit souvent aux candidats: «Prenez des notes». Bah, moi, je dis aux recruteurs aussi: «Prenez des notes». Prenez des notes, même si c'est, quelques mots-clés, quelques chiffres, un adjectif, quelque chose, mais au moins qui va vous permettre après de raccrocher les wagons, surtout si vous êtes fatigué ou vous avez rencontré, 4 ou 5 candidats dans la journée. Et c'est quoi ta méthode justement pour prendre des bonnes notes?
Bah, écoute, c'est drôle que tu me poses cette question parce que j'ai fait, j'ai fait un post sur LinkedIn il y a quelques temps à ce sujet-là, où en Mhm. fait, je me posais un peu la question, c'est quoi le meilleur moyen? Parce que moi, très honnêtement, j'ai tout essayé en entretien. J'ai essayé, tu sais, à l'ancienne, prise de notes, cahier, stylo, que je trouve très efficace. J'ai essayé le PC, j'ai essayé le dictaphone, j'ai essayé plein de trucs. Et je sais pas, j'ai pas de conseil particulier. En fait, pour moi, c'est à chacun d'adapter la méthode qui lui convient le mieux. Si tu sais écrire sur un PC sans trop regarder ton clavier, que tu es capable de garder le contact visuel avec ton candidat, bah, pourquoi pas, ça te permet de gagner du temps. Si à l'inverse, ça te gêne et que tu préfères écrire sur une fiche, sur un cahier, ok. La seule chose, c'est que ce soit structuré. C'est que tu retrouves tes notes après et que tu puisses en faire quelque chose, que tu puisses en faire un compte rendu que tu vas partager avec l'équipe ou autre, mais qui va te permettre vraiment de retranscrire ce que l'entretien t'a permis de voir. Après, il n'y a pas de recette, ouais, il n'y a pas de recette miraculeuse, hein. Chacun adapte la méthode qui lui convient, je pense. Et c'est quoi ta méthode à toi qui te convient? À l'ancienne, le stylo et le papier. Ouais. Et justement, en parlant de à l'ancienne, est-ce que d'après toi, le recrutement, il a changé maintenant par rapport à il y a 15 ans, quand tu as commencé? Fondamentalement, non. Non, il y a beaucoup de choses qui sont restées les mêmes. Ce qui a changé, c'est les outils. C'est-à-dire que bah, forcément, moi, quand j'ai commencé, on était encore beaucoup sur de la candidature papier. Tu vois, aujourd'hui, enfin, ça te paraît très anachronique d'envoyer une candidature par courrier. Donc, c'est les outils qui ont changé, c'est les manières qui ont changé, mais le métier lui-même, il n'a pas changé. Le fait d'être enfin voilà, de rechercher le bon profil par rapport à ton besoin, le fait d'avoir bien défini ton besoin, le fait de challenger ton manager pour comprendre le besoin, le fait d'avoir des entretiens avec les candidats, le métier lui-même, il n'a pas changé. Et je pense pas qu'il va énormément changer, même si on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de tous les outils qui peuvent arriver, etc. Le fond du métier, il n'a pas changé. C'est les outils qui changent. En parlant d'outils, justement, tu sais, en ce moment-là, on doit recruter à distance, hein. Il y a eu l'épisode avec le Covid qui était là, et puis certains restent encore en télétravail. Est-ce qu'il y a une différence entre recruter à distance et puis recruter la personne en la recevant physiquement? Bah, il y a une différence, oui et non. En fait, je trouve que ça rejoint beaucoup le point dont on parlait tout à l'heure sur les biais cognitifs, sur finalement les ressentis, les préjugés. En fait, on imagine qu'il faut voir une personne, qu'il faut la voir physiquement pour être capable d'évaluer ses compétences, son potentiel et sa motivation. Je pense que c'est faux. Tu sais, tous les trucs qui sont basés sur le fait de dire oui, la poignée de main, la manière dont la personne se comporte, etc. Enfin, pour moi, tout ça, c'est presque la même chose que, tu vois, la graphologie ou ces trucs-là. Je pense qu'on ne peut pas tirer de vrais enseignements, de choses tangibles sur ce genre d'informations-là. Donc après, là où c'est différent, c'est que, alors particulièrement en France, on est un peuple de tactile, tu vois. On a envie de se voir, on a envie d'être au même endroit, on a envie de se serrer la main, on a envie de pouvoir effectivement regarder ce que fait l'autre, etc. Bon, je pense qu'une fois passé ça, si on reste sur l'idée que on sait exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on a bien défini son besoin, hiérarchisé les compétences, les qualités qui sont recherchées, qu'on sait comment présenter l'entreprise et qu'on sait ce qu'on attend entre guillemets, chez le candidat qu'on va rencontrer, finalement, qu'on le voit en physique ou en visio ou même au téléphone, ça va pas changer grand-chose, hein, sincèrement. Je pense même que ça peut éviter certaines discriminations. Comme quoi, par exemple? Parce que tu penses que quand on voit plus la personne physiquement, il y a plus, enfin, nos biais sont plus présents que là, si t'es devant ton ordinateur et que tu vois pas, c'est ça? Sincèrement, oui. Sincèrement, je pense que oui. Enfin, je l'ai vu hein, dans plein de moments parce qu'il y a des candidats pour X raisons qui vivaient à l'étranger ou ailleurs qu'on n'a jamais vu avant leur premier jour en entreprise et du coup tout le processus s'est fait à distance. Et je vais dire un truc qui n'est pas du tout politiquement correct, mais on a certains candidats, le jour où ils ont démarré, moi j'ai entendu des managers dire si je l'avais vu, je ne l'aurais pas recruté. Ah oui. Et voilà, tu vois, le fait est que moi, j'avais fait tout mon process à distance. Ce que je leur ai donné, c'est ce qu'ils avaient besoin de voir, c'est-à-dire les compétences, le parcours, l'expérience, pour le coup, les technos maîtrisés, etc. Il y avait quelques projets qui étaient en ligne.
Et voilà, et la sélection, elle s'est faite sur l'essentiel, sur ce dont on avait besoin. Et d'entendre quelqu'un qui te dit si ce candidat, finalement, on l'avait vu en physique, s'il était venu à l'agence, on l'aurait pas recruté. Moi, ça, tu vois, c'est des pratiques qui me gênent. Ah, et tu m'étonnes. Non, c'est sûr. Mais alors, est-ce que ce manager-là dont tu me parles, est-ce que après il était content de la voir, cette personne-là? Oui, oui, il était très content. Et ce qui est très drôle, c'est qu'après, il va te dire des choses du type ah, bah, tu vois, on n'aurait jamais dit. Ah, bah, j'aurais jamais cru, j'aurais jamais dit ça. Ah, c'est horrible. Ça, c'est une manière vraiment de voir à quel point on a des biais qui sont ancrés chez nous. C'est, tu sais, ce truc qui va te faire dire que quelqu'un que tu trouves beau est forcément compétent. Ou quelqu'un que tu trouves grand, c'est quelqu'un qui va être solide, qui va être fiable. C'est des choses, en fait, on s'en rend absolument pas compte et on accepte ça. Et si tu dis jamais rien, finalement, c'est un cercle vicieux et ça se poursuit. Donc l'idée, c'est aussi derrière, quand quelqu'un te dit ça, de dire, bah oui, tu vois, au final, on est bien d'accord que le physique ou l'apparence n'ont strictement rien à voir avec les compétences. C'est complètement évident, c'est logique, c'est rationnel. Mais sauf que c'est très ancré chez nous que bah, tel ou tel comportement ou telle apparence, c'est lié à telle ou telle compétence ou pas. Ouais, complètement. Mais où est-ce que tu as appris tout ça? Parce que je trouve ça vraiment tellement intéressant. Tout ce que tu nous dis là depuis tout à l'heure, depuis le début sur les biais cognitifs, de faire vraiment attention à la première impression. Où est-ce que ça s'apprend? Parce que je sais que ça s'apprend pas du tout à l'école, alors que je pense que ça devrait vraiment être là. Où est-ce que tu as réussi à apprendre tout ça? Alors, c'est une bonne question parce que c'est des choses, tu sais, en fait, tu apprends au fur et à mesure. C'est qu'à un moment, tu te dis, mais pourquoi là, il s'est passé telle ou telle chose? Pourquoi tel recrutement, ça a raté? Au début, tu sais pas comment ça s'appelle. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si tu me demandes de t'expliquer quelle est la différence entre, je sais pas, le biais de confirmation, le biais de halo, le biais d'ancrage, etc., je suis pas certaine de pouvoir t'y répondre. Par contre, si j'analyse les comportements, mes propres comportements, et les comportements de certains recruteurs, j'arrive à te dire, OK, ben là, c'est basé sur ça, là, c'est tel ou tel stéréotype. Après, c'est aussi, c'est une communauté. Tu sais, j'ai co-animé un meet-up de recruteurs à Lyon pendant 2 ans. On discute énormément entre nous, donc il y a beaucoup de gens qui t'apportent aussi leurs connaissances. C'est aussi forcément te tenir au courant, regarder un peu ce qui se passe dans le monde RH, et on a beaucoup parlé des biais. C'est tiens, si quelqu'un veut se renseigner sur les biais cognitifs, il y a un bon bouquin sur ça, je crois que ça fait à peu près un an qu'il est sorti, qui est un livre qui s'appelle Vous allez commettre une terrible erreur d'Olivier Sibony. Et je trouve que c'est pas mal, c'est bien illustré. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais il y a plein de choses hyper intéressantes qui permettent de prendre conscience de ces biais dans le quotidien, pas uniquement dans le recrutement, hein. Il en parle pour toute prise de décision. Et c'est vraiment un bouquin intéressant dans lequel tu te rends compte à quel point les biais font partie de ton quotidien. Ah, c'est tellement intéressant. En tout cas, je le note. Je vais le mettre d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent là à la fin, en commentaire aussi, les livres là que tu nous donnes et les petits tips. Comme ça, vous allez tout savoir. J'avais aussi une petite question parce que je sais que tu as écrit un livre que j'ai lu, que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, hein, Hélène, elle a écrit un livre avec Christelle Defoucault qui se nomme 80 questions pour réussir vos entretiens. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi 80? Comment est-ce que vous vous y êtes prise pour pouvoir vous dire, OK, ce sont ces questions-là qu'on veut partager avec nos lecteurs? Alors, pourquoi 80? Au départ, pour être complètement honnête, notre éditeur nous avait demandé d'en écrire 100. Et puis, en fait, nous, 100, on trouvait que ça faisait beaucoup et on s'est beaucoup dit, oh là là, quand les gens vont voir le livre, ils vont se dire, mais quoi, les recruteurs vont me poser 80 questions en entretien, mais c'est horrible, etc. Bon, après, on s'est dit, bah, peut-être que 50, c'est suffisant. Et puis, en fait, en réfléchissant, etc., on a commencé à en trouver un petit peu plus. Et puis, on trouvait des reformulations et puis des variantes. Et on est arrivé sur ce chiffre de 80. Et en fait, on aimait bien l'idée de 80, comme tu vois dans le livre le tour du monde en 80 jours. On aimait bien l'idée, le tour de l'entretien en 80 questions. Après, juste pour préciser, l'idée, c'est évidemment pas de poser les 80 questions d'entretien, on est bien d'accord. L'idée, c'est d'avoir des pistes et dans différentes rubriques, d'avoir des questions un peu différentes à poser pour que justement, on soit plus dans le cercle vicieux de les recruteurs posent toujours les mêmes candidats. Du coup, les candidats vont toujours répondre la même chose, donner les mêmes réponses. Donc, c'est vraiment cette idée de réconciliation, hein. Il y a pas du tout l'idée de allez-y, faites un interrogatoire avec 80 questions, hein.
Ouais, non, 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 et puis en plus, c'est bien expliqué au début du livre là-dessus. Et puis, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'était des questions à chaque fois différentes, avec des nouvelles reformulations, et c'était vraiment top. Donc c'est pour ça. Donc la seule question, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi 80? Pourquoi pas 81? Et comment est-ce que quand tu écris un livre, tu fais tout ce processus-là pour pouvoir savoir ce que tu vas y mettre dedans? Comment est-ce que tu t'es dit, hey, je devrais écrire un livre là-dessus? Alors en fait, comment ça vient? C'est que, enfin, moi, j'écris énormément. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est-à-dire que j'écris tout le temps. J'ai tout le temps plein de cahiers, de carnets, de feuilles partout. Je suis tout le temps en train de prendre des notes. Et puis, un jour, en discutant, pour le coup, avec Christelle, on se dit, il y a beaucoup de choses qui sont écrites pour les candidats, à destination des candidats, où vraiment, tu vois, quand tu vas sur le web, si tu tapes entretien, 80% des entrées que tu vas trouver, c'est pour les candidats. Et il n'y avait pas tant de choses que ça pour les recruteurs. Et du coup, on se dit, mais bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait une meilleure compréhension entre candidats et recruteurs? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que finalement, les gens se disent, ah, ça y est, ils ont un petit peu changé de logiciel, il y a enfin des nouvelles questions, il y a enfin des nouvelles choses. Et puis, on a surtout pensé, tu vois, on parle depuis tout à l'heure du fait qu'il y a beaucoup de gens qui font du recrutement et qui pourtant ne sont pas recruteurs. Et on s'est dit, bah, ça peut être pas mal de leur donner un outil pour qu'ils arrivent un petit peu à mieux construire leurs entretiens, à mieux réaliser aussi quelles informations ils vont chercher pendant un entretien. Et du coup, c'est un peu tout ça qui fait un moment où tu te dis, bah, j'ai suffisamment d'idées, de matière pour écrire un livre. Puis après, tu as un éditeur qui te suit et c'est juste fou, quoi. C'est une super aventure, hein. C'est du boulot, mais c'est vraiment une super expérience. Ah, super. Et j'ai une petite question aussi par rapport à toi, justement, à ton expérience. Je sais qu'avant, donc, t'étais recruteuse active. Et puis, au mois de décembre, si mes informations sont bonnes, tu as eu le déclic et tu t'es dit, OK, c'est bon, j'arrête le monde de l'entreprise, je me mets à mon compte. Mais comment est-ce que tu as eu ce déclic-là de vouloir te mettre, toi, à ton compte, de vouloir former des personnes sur le recrutement? Alors en fait, le déclic, tu sais, enfin, j'entends souvent les gens qui disent que j'ai eu un déclic. Pour moi, le déclic, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que tu as une réflexion avant, souvent qui peut parfois durer des mois, voire des années. Et puis un jour, il y a quelque chose qui va faire que toutes les circonstances sont là pour que tu fasses les choses. Bon, alors après, on appelle ça le déclic ou pas. Moi, ça fait longtemps que je me disais, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire plus. Le recrutement, c'est quelque chose que j'aime faire, hein. J'en fais toujours encore un petit peu à la marge, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de recruteurs qui sont venus vers moi en me posant plein de questions. Enfin, vers quoi qu'est-ce que je peux lire comme livre? Qu'est-ce que je peux regarder? Alors, il y a évidemment l'école du recrutement qui fait un boulot de fou depuis 10 ans. Mais c'est vrai que moi, sur mon créneau, vraiment sur l'IT, je trouvais pas forcément grand-chose. Et l'envie tu vois, de transmettre, d'expliquer finalement, ce que moi, j'ai pas forcément trouvé au début de ma carrière, ça m'a donné envie, enfin, de monter quelque chose, de me dire, bah, voilà, j'ai envie de donner à des recruteurs, débutants ou pas, ce que moi, j'ai pas forcément eu et peut-être de les aider à avoir des réflexes plus vite ou à trouver des outils plus vite quand d'autres recruteurs comme moi, par exemple, ont mis des mois ou des années à galérer et à trouver. Et du coup, l'idée, elle était là. C'était un peu de simplifier la vie des recruteurs et puis de les aider ouais, à faire ce boulot qui est formidable, mais qui est hyper exigeant. Et surtout dans un domaine où c'est hyper dur, c'est réputé difficile, très technique, pénurique, et où les candidats ont tendance à nous détester peut-être encore plus que dans les autres domaines. Et ça t'a pas fait peur de sauter ce pas-là ou c'était comme naturel pour toi de changer? Honnêtement, j'ai pas eu peur et je vais te dire, enfin, c'est toujours dans cette même logique en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que je risque fondamentalement? J'essaye, je vois comment ça se passe, je teste des choses et puis si ça marche pas, bah, c'est pas la fin du monde. Tu vois, c'est pas, enfin, moi, j'ai pas de cette culture de l'échec en fait. Au contraire, je me dis, bah, j'essaye, je vais tout faire pour que ça fonctionne et j'ai la chance là depuis quelques semaines que bah, que ça se passe bien, que les retours soient super positifs. Donc, ça me donne envie de faire plein de choses. J'ai un millier d'idées pour la suite.
Et puis, si ça marche pas, bah, ça marche pas pour des tas de raisons. Et il faudra que j'analyse pourquoi, si c'est le cas, le moment venu. Mais pour l'instant, je pense pas à ça. Et si avant de me lancer, j'avais pensé à tout ça, en fait, je me serais pas lancée, tu vois. Donc, c'est vraiment l'idée de dire, OK, j'ai quand même mesuré un peu les choses, hein. J'ai préparé le terrain, j'y suis pas allée comme ça en me jetant dans le vide. Mais en fait, si tu réfléchis trop en te disant oh mon Dieu, ça va être horrible, qu'est-ce que je vais faire si j'y arrive pas? Est-ce que c'est vraiment possible? Je pense que tu y vas jamais, quoi. J'ai trop envie de te dire maintenant, Hélène ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Tu as envie de te dire ça. Toute la partager. Ah, j'adore. En tout cas, là, alors, j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce que toi, t'aimerais rajouter quelque chose? Bah écoute, comme je t'ai dit, vu que je suis très bavarde, j'ose espérer que j'ai dit des choses intéressantes et que j'ai déjà bien fait le tour du sujet. Après, je pense que je voudrais, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais de nouveau insister. C'est vraiment dire aux recruteurs, arrêtez d'avoir peur et arrêtez enfin, de pas prendre toute votre place. Le recrutement, c'est vraiment une fonction stratégique et aujourd'hui, un recruteur, il a de la valeur ajoutée. C'est aussi à vous de le prouver et de montrer de quoi vous êtes capable. Et puis, je voudrais dire aux candidats qui écoutent, parce qu'un recruteur, c'est un candidat et un candidat, c'est un potentiel recruteur. Je voudrais dire, ne pensez pas que le recruteur est un ennemi. Un recruteur, c'est pas un ennemi. Les recruteurs, c'est pas des gens sans cœur, c'est pas des robots. Enfin, c'est difficile de mettre toute une profession comme ça dans le même sac. Je sais que qu'il y a des expériences douloureuses, mais je pense que c'est important de prendre du recul et à un moment d'essayer de comprendre de chaque côté, hein, qu'on soit recruteur ou candidat, qu'est-ce que vit l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux rendre son expérience meilleure? Comment je peux rendre cette rencontre meilleure? Et je pense qu'en faisant ça un petit peu plus, alors je dis pas que ça va tout changer, que ça va tout révolutionner, mais en faisant ce pas-là, en allant dans ce sens-là, on est moins dans la guerre des talents et on est un petit peu plus, tu vois, dans la réconciliation entre candidats et recruteurs. Et une dernière question, enfin presque une dernière. En vrai, j'en ai 3 dernières. Et après, on termine. Qui est, qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? C'est la petite question que j'aime bien poser à la fin. Alors moi, ce qui me donne envie de me lever le matin, en général, c'est le fait de me dire, waouh, je vais encore apprendre plein de trucs aujourd'hui. Et alors, je peux te dire que depuis que je me suis lancée en freelance, depuis tout début d'année, là, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que vraiment, je sais que tous les jours, je vais apprendre des trucs. Je te dis pas qu'il n'y a pas des moments où c'est dur. Il y a des moments où tu te dis, waouh, ah ouais, j'avais pas pensé à tout ça. Mais c'est juste génial, c'est hyper grisant. Et justement, en parlant d'apprentissage, là, qu'est-ce que tu souhaiterais partager avec nous comme, comme découverte récente, comme ton apprentissage récent? Ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, ce que tu veux que tu as envie de partager avec nous, là. Alors écoute, c'est pas des plus joyeux, mais, mais j'ai vu un documentaire sur Netflix il y a quelques jours de ça qui s'appelle Social Dilemma, qui parle des réseaux sociaux, en fait. Alors il n'y a rien de vraiment révolutionnaire, c'est-à-dire que finalement tout ce qui est dit dans ce documentaire, on le sait déjà. Sauf que l'impact est différent parce que ce sont des anciens ingénieurs de chez Google, de chez Facebook, de chez Instagram qui racontent en fait finalement comment leurs créations sont en train de leur échapper et à quel point ils culpabilisent d'avoir créé un monstre, quoi. Et c'est assez, ça fait beaucoup réfléchir. Je te disais tout à l'heure que je passe beaucoup de temps sur LinkedIn. Mhm. Je me rends compte que je suis vraiment accro à certains réseaux, tu sais, accro aux likes. T'as beau dire, ouais, tu postes pas pour les likes, bien sûr que si, tu postes pour être lu, pour être vu. Et ça fait beaucoup réfléchir. Vraiment, enfin voilà, encore une fois, c'est pas, les propos sont pas révolutionnaires, mais quand on se penche vraiment sur la question, moi, ça m'a donné envie d'en parler avec mon entourage, d'en parler, bah, tu vois, là, pour le coup, dans notre discussion, parce que je trouve que c'est vraiment c'est vraiment un phénomène sur lequel on se penche pas assez, à quel point on passe du temps sur nos écrans, sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, à toujours vouloir plus de likes, plus de vues, etc. Et je trouve ça assez terrible. Et ça fait prendre conscience de pas mal de choses. Ça change pas ta vie, mais ça fait prendre conscience de pas mal de choses. Et comment est-ce que tu arrives à gérer quand tu as un peu moins de likes que d'habitude? Écoute, j'ai pris pas mal de recul. Il y a un moment où c'était vraiment, c'était dur. Enfin, c'est-à-dire, je me disais vraiment mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et en fait, au bout d'un moment, tu prends du recul parce que tu te rends compte, notamment sur LinkedIn, par exemple,
que c'est pas parce qu'un post a énormément de vues qu'il est forcément très bon. Et à l'inverse, tu as des posts dont le contenu est excellent, ou en tout cas que moi je trouve hyper intéressant et qui sont pas vus. Donc à un moment, je pense que ça fait du bien de prendre du recul, de te dire que, ok, un réseau, il est ce qu'il est, mais que les échanges que tu as dans la vraie vie sont aussi intéressants, voire plus, et que du coup, il faut se détacher un peu de tout ça. Je dis pas que c'est facile, mais le plus important pour moi, c'est de réussir quand même à faire une déconnexion régulière. Donc maintenant, je m'impose tous les week-ends de déconnecter complètement des réseaux, tout réseau. Ah, bien. Et justement, bah, en parlant pour terminer là sur les réseaux, sur quel réseau est-ce qu'on peut te joindre? Alors pas le week-end, s'il vous plaît, on va laisser Hélène le week-end tranquille. Pas le week-end, mais alors en semaine, sur quel réseau est-ce qu'on peut échanger avec toi, te poser des questions, en tout cas, où est-ce qu'on peut te contacter? Le plus facile, c'est vraiment LinkedIn parce que j'y suis toute la semaine. Enfin, c'est vraiment le réseau sur lequel je suis la plus présente. Et tu vois, après avoir vu Social Dilemma, pour le coup, j'ai fermé mon compte Twitter que j'utilisais très peu, mais j'y vais plus. Donc du coup, c'est terminé. Mais si on veut me contacter aujourd'hui, le plus simple, c'est LinkedIn ou c'est d'aller sur mon site internet. helenly.com. C'est parfait, c'est tout simple, on va retenir eleni.com ou sur son compte LinkedIn. Et puis moi, de toute façon, je rajoute dans la description les endroits où est-ce qu'on peut te contacter. En tout cas, Hélène, merci beaucoup pour cet échange avec moi. Bah, je t'en prie, merci beaucoup à toi pour l'invitation et j'ai passé un très bon moment avec toi. Ok, moi aussi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, mais aussi à laisser vos avis sur Spotify, SoundCloud ou encore iTunes. Ça m'aiderait vraiment beaucoup à faire connaître ce podcast. Vous pouvez aussi m'adresser des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans le prochain podcast en m'écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5s7rh.com. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Je fais évoluer ce contenu grâce à vos retours. N'oubliez pas de faire attention à vos biais cognitifs. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao!